Bonsoir à toutes et tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau Café Endurance Info. On a prévu la tisane, on a prévu le col roulé parce que les températures par rapport au dernier ont chuté. Nous sommes rentrés dans l'automne, et oui. Et bizarrement, l'automne, cette année, ce sera la saison des courses de 24 heures. On va vous parler aujourd'hui pour ce Café Endurance Info numéro 20. Il ne manque plus que 4 pour arriver à 24. On va vous parler des 24 heures du Mans, on va vous parler des 24 heures de Nürburgring et on va vous parler des 24 heures de Spa, une édition spéciale 24 heures qui sera votre émission, bien sûr. N'hésitez pas, vos questions, vos remarques, vos expériences, vos anecdotes, vous êtes là, vous pouvez commenter. Ça se passe là en dessous, sur la page, s'il vous plaît, Facebook Endurance Info, ce sera plus facile. Vous allez directement poster vos commentaires et je me ferai un plaisir de les reprendre avec mon camarade, évidemment, Laurent Mercier. Bonsoir, Laurent. Salut, Thomas. Alors, vous avez remarqué, il fait beaucoup plus chaud là où habite Laurent, parce que lui, il a même besoin de la casquette pour se protéger du soleil. Nous, on essaye simplement de ne pas avoir trop froid, mon cher Laurent. Et c'est le col roulé, c'est pour l'émission ou t'as pas payé la note de chauffage? Un peu les deux, mon cher. Il faut non, un peu froid, faut se protéger un peu la gorge cette période. On a encore quelques commentaires à faire puisqu'on sera notamment à partir de la semaine prochaine, enfin même dans 3 jours, nous nous retrouverons vers le sud. Par contre, circuit Paul Ricard pour vivre, on l'espère avec vous, le championnat de France FFSA GT. Mais avant cela, on l'a dit, le sujet principal de cette émission, Laurent, on va reparler des 24 heures. Donc, commençons dans l'ordre chronologique. 24 heures du Mans. Alors, on a envie de vous poser une question à vous. Déjà, vous, comment l'avez-vous vécu? On imagine que pour une bonne partie d'entre vous, forcément, le fait que ce soit huis clos, alors que vous êtes des habitués, devait être différent. Est-ce que vous avez, malgré tout, essayé d'organiser quelque chose, par exemple? Si vous avez des anecdotes à nous raconter, surtout, n'hésitez pas. Et puis, je me tourne vers toi, Laurent. Comment est-ce que toi, tu as vécu, finalement, ces 24 heures du Mans forcément particulières? Écoute, j'ai déjà la chance de les avoir vécues sur place, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Quoi te dire, qu'il a fait très chaud, certainement plus chaud qu'au mois de juin, qu'il a fallu avoir un masque sur le visage toute la semaine, que le meeting était condensé, qu'il fallait des 24 heures du Mans, qu'elles ont eu lieu. Et que tout le monde a respecté, et que c'était un petit peu particulier, on va dire. Ouais, c'était effectivement particulier. Alors en ce qui te concerne, tu étais l'un des pilotes l'un des journalistes qui avait accès. Mince, l'un des pilotes. Oui, l'un des pilotes. Je savais que tu allais rebondir. Tu étais un des journalistes qui a priori avait accès justement et qui avait la possibilité de rencontrer les pilotes. Malgré tout, soyons honnêtes, Laurent, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple pour la bonne et simple raison, c'est que tu pouvais discuter avec les pilotes sans problème, évidemment dans le paddock à l'air libre. On n'avait pas accès aux structures, pas accès aux stands, pas accès à l'arrière des stands. Maintenant, tu envoies un SMS, tu envoies un message ou tu téléphones et tu te rencontres à l'extérieur et tout. Ça a permis de faire des interviews. Ce que je peux te dire, c'est que le nombre de clics sur la semaine a été très bon pour les 24 heures du Mans. Alors, j'allais te poser la question, est-ce qu'elles ont été suivies sur le site Endurance Info de la même manière? Alors, de la même manière, je ne sais pas, parce que nous, on a forcément fait une couverture, si tu veux, un peu spéciale, parce que généralement, on a quand même 5 accréditations, voire 6, et que là, on était à 2. Donc, c'était forcément plus compliqué pour faire un suivi, on va dire, en temps réel de A à Z de toute la course. Donc là, on avait David qui était en salle de presse et qui, lui, s'occupait principalement des points horaires. Mais oui, ça a été suivi. Comme ont été suivis, ça, il faut le rappeler aussi, les 24 heures du Mans virtuel au mois de juin, où les chiffres avaient déjà été très bons. Et là, les chiffres ont été bons aussi. Ouais. Alors, on a Maximilien Cadiou qui nous dit une édition triste. En plus, juste à côté du circuit pour les journées du patrimoine au musée des 24 heures, c'était le son sans les images, nous dit Maximilien avec un petit sourire triste. Jean-Luc Brémond, qui habite juste à côté du circuit et qui nous dit « J'ai très mal vécu et pourtant à fond le son en direct, Vélux ouvert. » On imagine effectivement que c'était assez délicat. Johan Glacé qui nous dit « On était chez mon copain Joris Ney, c'était barbecue 24 heures du Mans avec le live en direct comme chaque année. » Voilà, ce qui est une manière effectivement de le vivre aussi. On a eu effectivement, Laurent, on a eu des échos de gens, je sais par exemple, notamment en Belgique, et s'il nous écoute, Lucien Beckers, qui est régulièrement infidèle, avait organisé au Club DV quelque chose avec le département territorial de la Belgique de l'Automobile Club de l'Ouest, parmi d'autres choses. On sait qu'il y a eu des manifestations comme cela. Il y en a
Laurent, je crois que tu as eu des retours aussi, pour pas mal de personnes, il y avait quand même la volonté, même sans être sur place, de vivre la passion, alors pas normalement, mais de la vivre et de la partager malgré tout. Ben, tout à fait. Et de toute façon, si c'était à huis clos, c'était comme ça. Et c'est plus des décisions gouvernementales qu'on fait que c'était à huis clos, que c'était compliqué de faire venir du public. Alors évidemment, tu vas pouvoir me dire oui, mais au Tour de France, il y avait du public sur le bord des routes et tout. Comment tu le savais? J'allais venir un passionné de cyclisme comme toi. J'allais te dire. Mais quand on voit le Tour de France, quand on voit les milliers de personnes qui étaient, moi je me souviens, hein, Laurent, on en a parlé notamment, je pense, dès le premier jour à Nice, ou en tout cas l'une des premières étapes à Nice, un dimanche où il y avait un monde fou dans la ville, et on se dit mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller sur un circuit alors qu'on peut aller à côté du Tour de France? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est toi qui as payé. C'est toi qui as payé pour. Non, mais moi je suis allé suivre. Alors, en plus, ça m'a vraiment handicapé aussi parce que j'étais censé le suivre en intégralité, tu vois. Donc j'ai fait qu'une seule étape du coup finalement. Mais après, tu as une différence, hein, c'est que les 24 heures du Mans, ça se déroule. Ok, ça se déroule à l'extérieur, mais c'est quand même sur un circuit dans un endroit un peu, on va dire privé, même si il y a des comme Mulsanne ou Arnage où c'est des endroits un petit peu plus publics. Mais le Tour de France, n'importe qui peut y aller, se mettre sur le bord d'une route, donc c'est pas forcément, pour moi, c'est pas la même chose. Maintenant, c'est sûr que si tu mets une image des 24 heures du Mans vide et une image d'une route du Tour de France où tu as plein de gens des deux côtés de la route, c'est sûr que c'est difficilement compréhensible. Maintenant, on n'est plus à un problème près en France. Hein. Oui, il n'y a pas qu'en France, hein, effectivement, il y aura eu des choses assez particulières. Jean-Luc Brémond qui souligne la très bonne initiative pour les Belges de se réunir donc au club d'EV, en l'occurrence avec le club Belgique ACO, hein, enfin qui n'est pas l'ACO Belgique, mais qui est bien une délégation territoriale. Yves Clausen qui souligne également les couvertures TV et Internet étaient top. On évite la dépression de peu, c'est mieux que rien. Avant, on n'avait pas tout ça, donc rassurons-nous d'une certaine manière, effectivement. Et puis on a Daniel Salion qui nous dit: nous on a fait la journée du patrimoine chez Janine le vendredi après-midi. Alors je ne connais pas Janine, mais on remettra le bonjour à Janine. C'est à côté du circuit, à côté du musée. Ah d'accord, eh bien voilà, bravo pour cette journée du patrimoine. Également, Johan Glacé nous dit comme apparemment 4 à 6 groupes de 400 personnes maximum pour les 24 heures de Spa. Alors là, on va tout de suite couper court par rapport aux 24 heures de Spa. Si vous venez avec des questions, huis clos, pas huis clos, etc., on a à ce jour pas la réponse. On en reparlera tout à l'heure des 24 heures de Spa puisqu'il y a les tests d'essai officiels demain, hein, donc les journées d'essai officielles demain qui, elles, se dérouleront à huis clos, c'est une certitude. Par contre, pour la course elle-même, on n'est pas au courant. Alors Maximilien Cadieux qui, en parlant du Tour de France, dit c'est tout ce que tout le monde se demande. Le Tour de France n'est qu'un exemple, mais on peut parler aussi des matchs de football dans un stade fermé, pas différent d'une tribune. Thibaut Delven qui nous dit la foire à Liège qui est autorisée. Maximilien dit c'est dommage de laisser ce flou installé et de laisser penser à un 2 poids 2 mesures. Bon, effectivement, hein, voilà, il y a beaucoup d'arguments. Vous imaginez bien qu'on n'a pas le pouvoir évidemment sur la question. Et il y a quand même un élément, Laurent, je crois qu'il est important de rappeler quelque part du côté de l'organisation. Alors bien sûr, on imagine une course comme les 24 heures du Mans, la billetterie constitue une grande partie du budget et des revenus habituels. Donc on imagine que du côté de l'Automobile Club de l'Ouest, forcément cette année a été un peu difficile. Par contre, Laurent, il y a un certain nombre de spectateurs où si on n'a pas un nombre suffisant, quelque part accueillir, alors je n'ai pas les chiffres exacts, mais on imagine qu'accueillir par exemple 3000, 4000 spectateurs, ça coûte plus cher finalement que ce que ça ne rapporte. Oui, parce qu'il faut un service de sécurité, il faut un service aussi pour accueillir, il faut des toilettes, il y a plein de trucs à mettre en place, donc c'est sûr que ça coûte beaucoup d'argent. Alors après, on peut dire oui, c'est dommage. Le problème, c'est que si jamais tu as un problème tu as des gens qui sont affectés pendant le Tour de France, je parle pas des personnes accréditées ou des gens de la caravane et tout, je parle surtout du public. Personne ne peut prouver que tu as été contaminé, si tu veux, sur le bord de la route. Maintenant, si tu as 50 personnes qui sont contaminées au Mans, après, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder, on va dire, ah ouais, mais regardez, ils ont fait une course de voiture, déjà, ça sert à rien, c'est des voitures qui tournent en rond. Et ils ont fait venir du public. La décision, elle n'était pas facile à prendre. Hein. Je veux dire, c'était facile pour personne. Aussi bien pour l'ACO, c'est dommage pour le public. Maintenant, si on n'avait pas eu de course de 24 heures du Mans cette année, je pense que ça aurait été compliqué dans le futur. Oui, parce que l'essentiel, ça on l'a dit, on l'a répété souvent, il valait mieux une course à huis clos que pas de course du tout simplement pour que les équipes qui sont des entreprises puissent vivre aussi.
Et en plus, on a quand même eu une course à huis clos et ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu autant d'annonces positives pour le futur. Oui, ça, on pourra en reparler. Ça fait partie des points. On avait effectivement mentionné dans notre liste de questions. Le futur, on en reparle, je le renote d'ailleurs, pour bien revenir dessus, Laurent. Avant de parler du futur, un petit retour peut-être sur la partie sportive. Certains ont dit, bah oui, Toyota a gagné comme prévu, c'était pas intéressant. Est-ce que ces 24 heures du Mans étaient, oui ou non, une belle édition? Chacun se fera une idée. Ça n'a pas été... Non, mais niveau course, on peut pas dire que c'est pas une édition qui restera dans les annales niveau course. Je veux dire, à la régulière, c'était Toyota contre Toyota. Rébellion était derrière. Voilà, maintenant, il y a quand même eu une belle bagarre en LMP2. Le GTE AM, ça a bien frictionné. Le GTE Pro, je trouve dommage que les Porsche, qui étaient rapides en qualif, du coup, en course, elles ont été totalement inexistantes. Et d'un match à 3, on s'est retrouvé à un match à 2. Ça, c'est un peu dommage. Là, on a eu des échos au niveau du rythme, notamment sur la balance de performance et autres. Ceci dit, Laurent, même si clairement les Porsche n'étaient pas dans le match en début de course, au-delà de ça, elles ont connu des problèmes de direction assistée. Elles n'auraient de toute façon pas gagné, mais c'est dommage, ça c'est sûr. Même sans problème, je veux dire, c'était terminé bonsoir. Avec ou sans savate? Comme tu veux. Alors, Philou Van de Castel nous dit: j'ai vécu ça à la télé, cela m'a fait terriblement drôle, mais bon, j'ai pensé à mes amis commissaires au poste 10, 11B, entrée chicane Forza. À l'année prochaine, j'y serai, nous dit Philou. Emmanuel Guéné qui nous dit: en tout cas, c'était super la retransmission des 24 heures de Nürburgring par Automoto la chaîne. Je pense que c'est bien effectivement de souligner les efforts qui sont faits de manière générale par les uns et les autres pour que malgré le huis clos ou le presque huis clos, comme c'était le cas aux 24 heures de Nürburgring, il y ait la possibilité de suivre les courses. Et effectivement, bravo à Automoto la chaîne d'avoir retransmis la course, j'allais dire en intégralité, on y reviendra puisqu'il y a eu des coupures évidemment pendant la nuit, mais soit sur sa chaîne, soit sur YouTube, donc bravo. Thibaut Delven qui revient avec un petit sourire moqueur en disant: pour ceux qui ne connaissent pas, du côté de Ster, il y a toujours le grand panneau Welcome Fan à l'entrée dans le stade de Rallycross. Je rigole bien chaque fois que je passe devant. On l'imagine évidemment. Yves Clausen, pour revenir sur le Mans, nous dit: il manquait l'ambiance des spectateurs et tout ce qui en découle. C'est comme ça. On doit passer cette année et bien suivre l'actu, j'imagine, hivernale pour bien préparer 2021. Motivons-nous. On va l'espérer évidemment. Maximilien qui nous dit aussi: j'ai été surpris par les Porsche lâchés pendant la course, ce qu'on disait il y a quelques instants. Là, on se posera toujours la question, on n'a pas la réponse, Laurent, on se posera quand même toujours la question de savoir si certains ont caché leur jeu et ne regardez pas où je regarde, vous avez une petite idée, s'il y a deux marques qui ont caché leur jeu en qualif, par exemple, et puis qui se sont révélés en course ou pas. Ça, c'est le traditionnel problème, évidemment, quand on a une catégorie gérée par une balance de performance. Philou Van de Castel qui nous dit: un Belge sur le podium. Bah oui, un Belge vainqueur même en GTE Pro avec Maxime Martin, Alex Lynn et c'était Richard Westbrook, je crois, si je me souviens bien. Laurent, on est d'accord, hein? Harry Tingnell, pardon. Westbrook, il était avec les Danois, effectivement. Laurent Chauveau nous dit: maintenant, il faut que les 24 heures 2021 puissent avoir lieu avec du public, car la CO a maintenu l'épreuve cette année pour sauver les équipes, mais à son propre détriment, ce qu'elle ne pourra refaire en 2021 sans se mettre elle-même en danger. Laurent, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on pourrait imaginer en 2021 une nouvelle édition des 24 heures du Mans à huis clos? Comment est-ce que tu veux que je te réponde? Je n'ai pas la réponse, je ne sais même pas ce que je vais faire dans 2 mois, sur quel circuit on va pouvoir aller. Donc, personne ne le sait. Personne, ni toi, ni moi, ni la CO, ni le championnat du monde d'endurance, personne ne sait. On sait même pas. On te reparle. Enfin, je sais pas comment c'est en Belgique, mais en France, on te reparle de trop confiné. Donc, à un moment, si tu veux. Ouais, non, mais c'est la galère pour le moment, sans doute. Alors, question de Thibaut Delven. Laurent, comment expliques-tu que Bruno Senna a fait le meilleur tour en course, mais que les rébellions ne pouvaient pas suivre sur les longs relais? C'est vrai, parce que les rébellions, en termes de vitesse pure sur un tour, étaient pratiquement au niveau des Toyota. On a d'ailleurs vu une rébellion s'intercaler entre les deux Toyota lors des essais. Par contre, effectivement, en course, ça suivait moins. Comment est-ce qu'on l'explique? Tu as la réponse. C'est rapide en VMAX sur un tour. C'est un peu plus compliqué. Sur des longs relais. Après, t'as pas les 4 roues motrices, t'as moins de puissance. Il y a un élément qui est clé aussi, je pense.
Laurent, on était, et on salue mon ami François Merci, qui était d'ailleurs avec moi au Mans pour d'autres projets. Et pendant la nuit, après des émissions que nous avions préparées pour le Club ACO, on s'est rendu du côté de la chicane d'Allop. Et en fait, on comprend tout de suite, en bord de piste, pourquoi les Toyota s'en sortent mieux dans le trafic que les rébellions. Parce qu'en sortie de virage, quand le système hybride se met en route, elles se défont des adversaires avec une facilité insolente, ce qui est beaucoup moins le cas par exemple pour les rébellions. Et donc dans le trafic sur un long relais, les rébellions qui ont seulement 2 roues motrices et un moteur traditionnel, le moteur Gibson en l'occurrence, ne pouvaient pas concurrencer. Et il n'a pas plu. Et il n'a pas plu, parce que s'il avait plu, ça on avait vu à Spa effectivement lors du championnat du monde endurance. Avec les 4 roues motrices, c'est encore autre chose. Hein. Tu peux pas quand tu dépenses 10, quand tu roules contre quelqu'un qui dépense 50, à un moment, si tu veux, il y a forcément une différence aussi au niveau de l'investissement. Hein. Oui, après, quelque part, Rébellion était là. Si, on l'a vu d'ailleurs, puisqu'il y a une rébellion qui s'intercale entre les deux Toyota aussi au classement final, en cas de souci de Toyota, ils étaient là en embuscade. Ils n'étaient pas tout à fait derrière, mais ils étaient prêts à profiter du moindre combat. Maintenant, il y a aussi le fait que Toyota, son principal adversaire, c'était Toyota. On n'est plus du temps où il y avait Toyota contre Audi et Porsche. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il y avait quand même des écarts qui sont quand même creusés. Tu n'as pas la même pression quand tu te bats contre Rébellion que quand tu te bats contre Audi et Porsche. Je me suis souvent posé la question, Laurent, comment les pilotes Toyota ont-ils vécu ces 24 heures? Parce que ils étaient dans une situation où ils pouvaient tout simplement pas perdre. Enfin, plutôt ils ne pouvaient que perdre, dans le sens où le moindre souci pouvait avoir des conséquences. Et quelque part, c'est à peine s'ils pouvaient gagner. Oui, mais maintenant, c'est pas pour ça que Toyota avait gagné avant le départ. Hein. Il suffit d'un accrochage, il y a du trafic. Tu peux avoir un problème mécanique qui te retient au stand pendant pas mal de temps. Maintenant, ça a fonctionné et le trophée va partir au Japon. Oui, avec 3 victoires Toyota. Alors Thibaut Delven, on revient sur Automoto la chaîne. Il dit Automoto c'est bien, mais couper le YouTube quand ça repasse sur la chaîne, c'est limite mesquin. Oui, après j'imagine Thibaut qu'ils ont probablement aussi acheté les droits TV et que quelque part il faut les rentabiliser, je suppose. Fab Dormo nous dit c'est quoi le but de ce live? C'est de partager une passion. Tout simplement, avec vous, de discuter en votre compagnie. Julien Hélin dit donc rendre payant une course comme le Nürburgring 24 qui était gratuite en streaming depuis des années, c'est positif pour vous, demande-t-il. Alors Julien, je ne sais pas ce qu'il en était si vous êtes en France ou en Belgique. En Belgique, il y avait moyen de suivre je pense, un YouTube quasiment permanent de la course, qui n'était pas avec des commentaires français, mais qui était possible. Après, on ne revient pas. Hein. Maximilien Cadieu, point positif pour les 24 heures du Mans déplacées en septembre. L'attente est plus courte que d'habitude avant la prochaine édition. Plus que 9 mois, les gars. Bien vu. Alors, vous êtes très, très nombreux à réagir ce soir. On vous remercie. Philippe Van Lerenberg nous dit Rébellion ne participera pas aux 6 heures, c'est les 8 heures en l'occurrence, de Bahreïn, la finale de la saison, effectivement. Je continue dans tous vos commentaires. Sylvain Débuleux nous dit Maxime Martin, pilote officiel Aston chez Porsche au Nürburgring, point d'interrogation. Laurent, tu as une réponse à ça? Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui se sont posé la question. Maxime Martin gagne les 24 heures du Mans avec Aston Martin en GTE Pro et 3 jours après, ou 4 jours après, il est au volant d'une Porsche Fricadilly au départ des 24 heures du Nürburgring. Alors, pour en avoir discuté avec l'intéressé, donc là, je suis en mesure de répondre. Il n'y avait pas d'Aston Martin, mis à part la SP8, l'Aston Martin, la GT8 qui roulait en Pro-Am. Il n'y avait pas d'Aston Martin en SP9, donc en GT3 pour la victoire au général. Et du côté de chez Aston Martin, on a dit, écoute, Maxime, tu roules déjà pas beaucoup cette année, puisque le programme est quand même assez réduit. Donc, comme il y avait le programme Air Motorsport s'est arrêté, donc c'est un programme en moins, et on l'a autorisé à rouler parce qu'il n'y a pas de concurrence, du coup avec les 24 heures du Nürburgring. Ouais, et comme le confirme Gix Lavigne qui dit c'était le cas aussi pour Bentley avec Gounon chez Phoenix et Jordan Pepper chez Valkenhorst. Donc voilà, des pilotes qui ont aussi pu effectivement se déplacer. Alors on va un peu parler de futur et je vois que vous êtes déjà en train de parler de futur dans vos commentaires et on disait notamment les annonces, mon cher Laurent, qui sont arrivées. Peugeot qui a confirmé son arrivée en 2022 avec une Le Mans Hypercar où on a la volonté donc de construire sa propre voiture. On vous a souvent parlé, Le Mans Hypercar et l'MDH. Bonne nouvelle, les deux se retrouveront dans une catégorie commune au niveau du nom
en tout cas, même s'il y aura une balance de performance. Et donc, la première question par rapport à l'avenir vient de Thibaut Delven, décidément très actif. Merci Thibaut. Alpine espère avoir une chance contre les hypercars qui seront des 4 roues motrices également. Point d'interrogation. Retour d'Alpine qui aura, on le rappelle, à peu de choses près, enfin pas à peu de choses près, mais le même package qu'Oreca, c'est-à-dire le même châssis, le même package pardon que Rebellion, c'est-à-dire le même châssis Oreca, le même moteur Gibson, même si on imagine qu'il y aura peut-être quelques évolutions. Est-ce que Alpine a une chance l'an prochain? Tout dépendra de l'équilibre entre les LMP1 et le Mans Hypercar. Donc, les LMP1 qui seront bridés, on est bien d'accord, Laurent, parce que on a eu, je pense, si je me souviens bien, le meilleur tour en course, c'est 3 minutes 19. A priori, les hypercars ne tourneront pas en 3 minutes 19 et donc on va ralentir les LMP1. Déjà, on va ralentir les LMP2. Oui, mais les P1 aussi. Mais les P1 aussi. Donc après, comment est-ce qu'on va ralentir les P2 ? Comment est-ce qu'on va ralentir les P2 ? Est-ce que ça a déjà été annoncé ? Tu diminues, il y aura les voitures seront moins puissantes. Donc, les voitures seront moins puissantes. Exactement. Donc, et après, Alpine, si Alpine va en LMP1, évidemment, le but d'Alpine, ce sera de gagner les 24 heures du Mans. Maintenant, tu seras face à Toyota qui aura une nouvelle voiture, face à Glickenhaus qui aura une nouvelle voiture, puisque c'est les 2 constructeurs qui seront en Le Mans Hypercar l'année prochaine, avec aussi certainement Bike-Oles. Et par contre, tu n'auras pas encore de LMDH, parce qu'il va falloir encore attendre 1 an de plus, voire 2 ans, 2022 ou 2023. Oui. Alors, on a Jean-Luc Brémond qui nous demande justement par rapport j'imagine au LMDH aussi, que penser des Américains et donc du championnat IMSA qui ne veulent pas des petites marques en supercar dans leurs courses. Parce que on n'est pas sûr aujourd'hui effectivement que autant le LMDH sera donc une catégorie commune au championnat du monde d'endurance et donc aux 24 heures du Mans et à l'IMSA et donc aux 24 heures de Daytona et aux 12 heures de Sebring. Ça, on en est sûr. Autant on n'a pas encore eu, Laurent, un avis officiel sur le fait que les Le Mans Hypercar pourraient ou ne pourraient pas participer au championnat IMSA et donc à Daytona et à Sebring. Alors non, parce que je crois savoir que du côté de l'IMSA, on veut attendre de voir ces Le Mans Hypercar sur la piste, donc ils devraient rouler déjà à Sebring au mois de mars prochain dans le Super Sebring avec le WEC en course séparée, évidemment, l'IMSA et le championnat du monde d'endurance. Et je pense qu'on va voir comment ça va se passer et qu'est-ce que ça va pouvoir donner en termes d'équilibre. La porte n'est pas fermée. Donc, c'est pas décidé définitivement. Non. À ma connaissance. Mais on a eu, c'est Cameron Glickenhaus, non, qui a un peu lâché une bombe en disant on ne va pas être accepté. Alors, James Glickenhaus. James Glickenhaus, oui, pardon. Cameron, c'est le nom de l'équipe. Oui, exact. James Glickenhaus, il aime bien lancer des pics. Il a déjà lancé des pics à Ferrari dans le passé et il aime bien lancer quelques petites pics, quoi. Oui. Alors, on a Maximilien Cadieu qui nous dit Laurent, il aurait fallu recruter Alberto Costa chez Toyota pour espérer un accrochage au départ après le Nürburgring et Manicourt. Voilà, Maximilien qui suit bien le GT World Challenge Europe. C'est vrai qu'Albert Costa nous a fait, c'est pas Alberto, c'est Albert Costa nous a fait un peu le spectacle, effectivement. Alors, on a une question d'Yves Clausson, mais on va la garder sur le futur du DTM. Si on a le temps, on terminera par là. Effectivement, je vais d'ailleurs la copier. Philou Van de Castel nous dit l'année prochaine, j'espère qu'il y aura de nouvelles montures en WEC. Là, rappelons-le pour l'instant, Laurent, on aura l'Alpine qui remplace la Rebellion, on aura les nouvelles Toyota pour le reste. 2021, ça va quand même être, en ce qui concerne la catégorie phare, réduit. Il y a Glickenhaus et Coles. Et Glickenhaus et Coles. Mais ça c'est pas une nouveauté, c'est pas la situation actuelle qui fait qu'il y aura que ces voitures-là. C'est quelque chose qui était prévu, qui était dans le timing, qui était dans le programme. Le règlement LMDH et le règlement Le Mans Hypercar a mis un peu de temps à se finaliser, tout comme l'association entre l'IMSA et la CO. Donc, tout a été dévoilé aux 24 heures du Mans, donc tout le monde va travailler dans son coin et tout le monde va affûter ses armes. Et maintenant, la question que tout le monde se pose, et nous les premiers, c'est que qui va appuyer sur le bouton vert pour le LMDH ? Ouais, qui sera la première marque à se révéler. Ça pourrait plutôt venir des États-Unis, où là sera clairement la catégorie de pointe, et où le LMDH est un peu la continuité du DPI. Oui, alors après, oui, ça peut aussi venir de l'Europe. Si tu regardes le visuel qui a été présenté, tu peux te dire que Porsche va venir en LMDH. On dirait une Porsche 911 GT1 des années 96, 17, 18, enfin fin des années 90 ou fin des années 90 en tout cas. Et je vois mal si tu veux présenter un visuel comme ça sans l'accord de Porsche. Donc on verra.
On peut l'imaginer. Sylvain Débuleux, question pratique pour lui, demande est-ce que Alpine a racheté les châssis, enfin a racheté les Rébellions, ou est-ce que ce seront des châssis neufs? Je pense que ce sera un châssis qui sera repris de Rébellion. Ouais, je pense aussi, mais sans être certain comme toi. Alors, on nous demande si Max Martin sera chez Fricadilly au 24 heures de Spa ou pas. Je pense qu'il sera sur une Aston Martin, Laurent, en Pro-Am, hein, si je ne me trompe pas. Oui, d'ailleurs, ce que Thibaut Delven répond, non, il sera sur une Aston Garage 59 en Pro-Am. Bon, on n'a pas eu d'informations tout à fait officielles. John nous dit comme en 2005 les anciennes seront forcément défavorisées, je suppose qu'il parlait des Alpines. Là vous avez tous de l'avance sur moi, donc je vais reprendre un peu et vous rattraper un peu. LMDH pour Penske avec Ford ou Porsche en 2022. Bon bah là on attend évidemment. On attend, oui, on attend comme Ganassi peut-être avec Ford, comme je sais pas qui avec je sais pas qui. Je veux dire, tout le monde veut faire du LMDH. Donc maintenant qu'il y a des règles, il va falloir appuyer sur le bouton et il va falloir venir. Alors, on a Adrien Toulis, notre confrère, qui nous dit une LMP1 basée sur une LMP2 va donc faire en 2021 les mêmes temps qu'une LMP2 en 2020. Assez cocasse. Une LMP1 basée sur une LMP2. Ouais. Okay. Si on considère que la Rébellion est basée un sur une Gibson un peu plus puissant, un châssis Oreca un peu amélioré, enfin voilà. Je trouve que c'est un peu différent. Autant le LMDH sera basé sur une vraie LMP2, autant là, on peut pas dire que c'est un copier-coller entre la Rébellion et l'Oreca 07. Hein. Il y a quand même du travail qui a été fait. Oui, aussi bien au niveau aérodynamique et au niveau du format aussi. Alors, j'ai vu, donc on nous demande des questions sur le futur programme LMDH de Penske. Laurent, est-ce que tu as quelques indiscrétions? Non, pas plus que les autres. Non, mais ça travaille. Enfin, je veux dire, à un moment, tout le monde travaille, mais le truc, c'est que Penske veut bien faire du LMDH et venir au Mans, mais avec quoi? Pour l'instant, quel constructeur a annoncé Penske va pas venir avec une voiture basée Penske en LMDH? Donc il faut le soutien d'un constructeur. Donc je pense que du côté de Penske, on veut venir au Mans, comme du côté de Wayne Taylor Racing, on veut venir au Mans. Du côté de Michael Shank Racing, qui va faire rouler des Acura l'année prochaine, veut venir au Mans. Donc tout le monde veut venir au Mans. Bon, déjà ça c'est positif. Oui, ça veut dire qu'il y a quand même un futur, et comme le disait, alors c'est trop loin dans les commentaires, mais comme le disait un de nos auditeurs, effectivement, il dit quelque part le LMDH à l'avenir annonce de lendemain qui chante. Franck Aradas nous dit le visuel ne veut pas dire grand-chose, rappelons-nous de la Corvette LMP1, disait-il. Ceci dit, Adrien qui répond, la Corvette LMP1 est devenue une Corvette DPI. Oui, voilà, bon, on va pas rentrer dans ces détails-là, mais vous avez bien compris en tout cas qu'on espère à partir de 2022, Laurent, le LMDH, ou 2023 normalement, c'est 2022. Oui, mais je pense que tu auras plus de constructeurs qui seront en place, je pense, en 2023. Et avant ça, on aura l'arrivée de Peugeot, bien évidemment. Ça fait plaisir quand même, un Peugeot qui confirme. Oui, ça fait plaisir. C'est un constructeur français. Tout le monde se disait Peugeot va venir finalement en LMDH, et Peugeot a préféré la voie hypercar pour montrer son savoir-faire d'une façon un peu plus générale que de partir sur la base d'un châssis LMP2. Donc oui, ça c'est forcément positif et c'est forcément une bonne nouvelle. Ouais, et je pense qu'au sein du groupe PSA, il y avait aussi la volonté quelque part de mutualiser les efforts des différentes marques. On sait que PSA est aussi actif et champion d'ailleurs, double champion même en Formula I avec DS Performance bien sûr. On sait que PSA va forcément être actif en rallye aussi avec Citroën et autres. Et donc je pense aussi qu'il y avait une volonté de mutualiser tout ça et de construire entre guillemets une vraie Peugeot. Ça, est-ce que ce n'est pas la question, Laurent, qui quelque part pourrait choquer certains avec le LMDH, c'est de se dire, est-ce que une Ferrari, par exemple, même si Ferrari apparemment aux dernières rumeurs, si Ferrari devait venir, ce serait plus vers l'hypercar, mais est-ce qu'une Porsche LMDH avec un châssis qui est le châssis d'une LMP2, avec des trains roulants, avec un système hybride qui sont communs aux autres, est-ce que ce serait une vraie Porsche, oui ou non? Écoute, tu sais comme moi que maintenant, au XXIe siècle, on parle de marketing et pas de sport. C'est plus les départements sportifs qui appuient sur le bouton, c'est le département marketing. Donc après, voilà. Maintenant,
tout ce que moi j'espère, et je sais que Porsche est plutôt dans cette mouvance-là, c'est que ce soit aussi des équipes privées qui puissent faire rouler ces voitures. Moi, faire du customer racing, en fait. Moi, perso, je ferais exactement ce que prône un Vincent Voss, notamment. C'est-à-dire comme l'Intercontinental GT Challenge. C'est-à-dire c'est des équipes privées qui font rouler les voitures, il n'y a pas d'équipe officielle, et pour les grandes courses, tu mets des pilotes officiels et t'apportes un soutien supplémentaire. Moi, perso, ce serait ma voie. Et je sais que Porsche aussi milite pour ça. On a souvent parlé, Laurent, de ces fameuses Porsche 956 et 962 qui étaient engagées par des écuries privées et qui faisaient les beaux jours à l'époque du championnat du monde d'endurance notamment. C'est surtout que si tu fais ça, à mon avis, tu es sûr d'avoir le succès parce que ça va intéresser plein d'équipes, parce que le budget n'est pas un budget démesuré pour aller gagner une course comme les 24 heures du Mans, que tu peux aller rouler aux 24 heures de Daytona, que tu peux faire. Est-ce que les privés auraient une chance face aux usines? Ça reste quand même toujours la question. Ah mais non, mais moi il n'y aurait pas d'usine. D'accord. Mais là on a quand même Toyota, on va pas les mettre dehors. Non, on va pas les mettre dehors. Maintenant, je pense que Toyota c'était un peu. S'il n'y avait pas eu Toyota, je pense qu'il n'y aurait plus de Le Mans Hypercar, il n'y aurait que du LMDH. Oui, c'est un point de vue aussi, effectivement. Mais on ne pouvait pas non plus demander à Toyota qui a quand même sauvé un peu les mais c'est sûr. C'est sûr, tu peux pas leur demander. Enfin, je veux dire, ils ont fait suffisamment d'efforts, ils sont suffisamment fidèles. Maintenant, si les constructeurs ne sont pas venus en Le Mans Hypercar, tant pis. Alors, on a Maximilien Cadieux qui nous dit: on accueille avec plaisir tous ces constructeurs avec l'espoir d'en avoir un bon nombre pour 2023. Tiens, comme si c'était un hasard, comme si c'était prévu, pardon, c'est un hasard ou c'est moi. Rappelons effectivement que 2023, ce sera une année anniversaire pour les 24 heures du Mans, Laurent. Ouais, et moi j'aimerais. Mon rêve, le centenaire en l'occurrence, on le rappelle, première édition des 24 heures en 1923. Mon rêve, ce serait d'avoir la même affiche que les 24 heures du Mans. C'était quoi l'affiche officielle? 98 avec toutes les GT1 sous des bâches avec le gros slogan. Et vous venez? Ouais. 98 ou 19? 19, je crois. 19 peut-être, ouais. 99, je crois, l'année avec 6 ou 7 constructeurs engagés. Effectivement. Alors, on a quand même des mauvais. Thibaut Delven nous dit: on pourra créer une classe barbecue avec Coles. Comme si l'équipe by Coles enflammait les fans. J'ai lu ça sur un site généralement bien informé. Mais c'est l'une des équipes. C'est l'une des équipes qui a quand même une cote de popularité énorme. Oui, qui est un peu le petit pousset, soyons clairs. Exactement. Et c'est une équipe qui est toujours là, qui a jamais vu l'arrivée aux 24 heures du Mans. Enfin, une fois, mais ils ont été déclassés en LMP1, mis à part avec Audi, mais avec la CLM ou l'Enso. Mais c'est la petite équipe qui fait ce qu'il faut, qui vient chaque année et qui n'a pas vu l'arrivée. Allez, on va peut-être switcher un peu cet aspect 24 heures du Mans. Juste une dernière question qui concerne quand même le championnat du monde d'endurance et donc un peu les 24 heures du Mans aussi. La nouvelle est tombée, Laurent, juste après les 24 heures. Gérard Neveu quitte ses fonctions de directeur du WEC et de l'ELMS. Est-ce que c'était prévu? Je l'ai appris, moi, comme tout le monde. Donc, je sais pas. Enfin, moi, je l'ai appris comme tout le monde et voilà. Une page se tourne. Maintenant, il aura fait depuis 2011, enfin l'année précédente l'arrivée du WEC. Après, je sais pas. Après, il va falloir faire un petit peu. Il va falloir trouver quelqu'un. Il va falloir changer peut-être l'organigramme. Je sais pas. Est-ce que les deux séries continentales qui sont Asian Le Mans et European Le Mans Series vont être, on va dire, toutes les deux chapeautées par la même personne qui peut être Cyril Tajvalen, qui fait du bon boulot en Asian et qui pourrait peut-être avoir, pourquoi pas, l'European Le Mans Series. Est-ce qu'il y aura quelqu'un de la CO qui va diriger le WEC? Ça, aujourd'hui, je suis bien incapable d'apporter la réponse. Et qui va diriger? Est-ce qu'il y a des pistes, des idées de quelqu'un pour remplacer Gérard Neveu? Des pistes, c'est comme au mercato au foot. Tu peux toujours trouver plein de noms. Maintenant, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être quelqu'un? Est-ce que ça va être l'ACO qui va reprendre un petit peu plus, si tu veux, quelqu'un de l'ACO, ça va être quelqu'un en interne qui va chapeauter un peu le championnat du monde d'endurance? Voilà, après, je sais pas. Ou est-ce qu'ils vont faire appel à quelqu'un de l'extérieur? Tu vois, tu peux trouver des noms, mais on verra. Après, il n'est pas parti encore, c'est jusqu'à la fin de l'année. Oui, il terminera la saison. On a Emmanuel Guéné d'ailleurs qui nous posait justement la question: qui pour le remplacer à la tête du WEC? Eh bien, ce ne sera pas moi.
Non, Laurent, président. Non. Laurent, président. Je pense que la tâche est trop compliquée pour quelqu'un comme moi. C'est sûr, parce que dans certaines fêtes populaires, qui, à mon avis, ne sont pas qu'en Belgique, mais en France aussi, on pourrait aussi chanter « Président, montre-nous ». Ah non, pardon. Et par contre, je ne voudrais pas dire, c'est quand même toi le king des pronostics, donc c'est peut-être à toi d'en faire un. D'accord, je savais que j'aurais pas dû m'aventurer sur ce terrain. Bon, voilà, Enzo Blin d'ailleurs, qui vient toujours en même temps que Laurent, nous dit un pronostic pour son remplaçant, dit-il. Voilà, ça devait tomber, merci Enzo, je m'en souviendrai. Je rappelle que j'ai quand même gagné un concours de pronostic à Manicourt, c'est arrivé une seule fois, mais c'est arrivé. Alors, Thibaut Delven, par rapport à... Vas-y. C'est pas arrivé à Zandvoort, hein. Non, c'est pas arrivé à Zandvoort, effectivement. Zandvoort... Mais je ne peux rien faire contre quelqu'un qui a autant de réussite que Laurent Mercier, c'est hallucinant. Hallucinant. Il est capable de pronostiquer le mec qui part 24e et la course se passe. Bon, blague à part, les barbecues, c'est convivial, nous dit Thibaut Delven, pour dire pourquoi Bike-Oles a autant de fans. Merci pour cette petite touche d'humour. Bruno Cornet qui nous dit c'est bien dommage pour eux. Ils ont du mérite. On est d'accord, franchement, ils ont du mérite du côté de l'équipe Bike-Oles. Colin Coles n'est pas l'homme le plus souriant et le plus sympathique que l'on rencontre au premier abord, mais par contre c'est un passionné, ça ne fait aucun doute. Il aime le sport automobile. Et si vous avez mal aux dents, en plus, il peut même vous nettoyer les dents. Vu qu'il est dentiste. Oui, on précise, c'est pas qu'il va vous mettre un pain. Non, c'est qu'il est dentiste. Donc, il est réellement dentiste. Maximilien Cadieux nous dit le LMH avec Toyota, Peugeot, Glickenhaus. Moi, je supporte Bike-Oles direct, disait-il. Colin Coles, qui, on le rappelle, je ne sais plus si je vous l'ai dit ou si je l'ai pensé, mais qui a bien l'intention de vendre des voitures aussi à des équipes. Hein. Donc, de ce côté-là aussi, ces petits constructeurs, comme Glickenhaus, comme Bike-Oles, pourraient vendre des voitures aussi. Il y a un business qu'ils espèrent pouvoir lancer là-bas. Et quelque part, avec la balance de performance, Laurent, tu disais tout à l'heure, quelqu'un qui dépense 10 ne peut pas espérer concurrencer quelqu'un qui dépense 50. A priori, si on a une balance de performance, le but, c'est quand même de mettre plus ou moins tout le monde sur un pied d'égalité. Ouais, c'est ça. Et Bike-Oles et Glickenhaus aussi vont vendre des voitures pour la route aussi. Hein. Il y a des versions routières qui sont aussi prévues. Hein. Oui, aussi, mais la plupart, ouais. Et chez Bike-Oles, par contre, je ne pense pas qu'on a parlé de version routière jusqu'à présent. Si, Bike-Oles aussi, donc Bike-Oles et Glickenhaus. Ok, d'accord. Elle était présentée. Jean-Luc Brémont, quand on parlait de la succession de Gérard Neveu, nous dit Vincent Beauménil pour remplacer Neveu serait un beau remerciement pour son dévouement. Alors, Yannick Dalmas nous dit John. Maurice Chen nous dit Gix Laveigne, mais je ne sais plus de qui, si on n'est pas dans la discussion. Alors, Emmanuel Guéné nous rappelle, Laurent, que tu ne peux pas être à la fois pilote et président. C'est vrai, je n'y avais pas pensé. Ça tombe bien, je suis pas pilote. Ah, donc tu peux être président. D'ailleurs, Philippe Van Lerenberg pensait aussi que c'était toi le favori pour remplacer Gérard Neveu. Bruno Cornet me demande ce qu'a fait Hub Auto Corsa aux 24 heures. Aux 24 heures de Spa, on va le savoir, ce que tu vas nous le dire. Merci. Franck Aradas nous dit à la fin, c'est toujours G-Drive qui perd. On parlait là de la catégorie LMP2, bien sûr. Et Thibaut Delven qui en rajoute une couche et qui dit pour rester dans l'actu, Hub Auto a annoncé un bel équipage pour Spa cette semaine. Attention à cette voiture. Voilà. Bon. On va revenir sur les 24 heures de Spa après, mais ça fait déjà 40 minutes qu'on est avec vous. On va essayer de se limiter en temps. Malgré tout, parlons un peu des 24 heures de Nürburgring maintenant. Le retour de BMW qui s'impose avec cette fameuse équipe Rover Racing. On rappelle que Rover Racing, cette année, engage des Porsche dans le GT World Challenge Europe, dans l'Endurance Cup, engage des BMW dans certaines séries, donc la Nürburgring Endurance Series et aux 24 heures de Nürburgring. Alors, Laurent, soyons honnêtes, Rover Racing gagne les 24 heures de Spa 2016. À cette époque-là, c'était un peu la surprise générale. Depuis, ils sont montés 2 fois sur le podium à Spa. Une fois avec BMW, une fois avec Porsche. Et là, ils viennent d'accrocher les 24 heures de Nürburgring à leur palmarès. En termes de grande course, double tour d'horloge, du côté de Rover Racing, si on prend les 5 dernières années, c'est le plus beau palmarès. Mais c'est surtout que si on se souvient un an en arrière, enfin c'était au mois de juin pour les 24 heures de Nürburgring 2019, moi j'ai en mémoire les 2 BMW du Rover Racing qui, je crois que c'est 2 ou 3 heures après le départ où il n'y avait plus une seule voiture. Les 2 avaient abandonné. Je ne sais plus, il y en a une qui a eu un problème, je ne sais plus ce que c'était. Enfin, les 2 ont eu des problèmes mécaniques. Je crois qu'il y en a eu qui a un problème de surchauffe et l'autre un problème de frein ou quelque chose comme ça.
Et tu vois, tu prépares ça toute l'année. Tu as 2 voitures qui sont, entre guillemets, on va dire semi-officielles ou couvées par BMW. Et 2 heures après le départ, il n'y a plus une caisse en course. Tout le monde rentre à la maison. Et je sais que Hans-Peter Nandorf, le patron de Rover Racing, avait bien dit on va se préparer encore mieux et l'année prochaine, on va revenir pour gagner. Voilà, 1 an après, il a gagné. Ouais, et 10 ans après la dernière victoire de BMW, c'est la première victoire d'une BMW GT3 aussi. Et 50 ans après la première victoire de BMW aux 24 heures du Nürburgring. Lors de la première édition des 24 heures de Nürburgring 1970 donc. Bon, évidemment, BMW qui gagne. Très belle course, nous dit Jonathan Albert au Nürburgring. Dommage qu'elle n'a pas souri aux Mercedes. Des Mercedes qui étaient performantes, mais qui ont eu notamment des accidents dans des conditions incroyablement difficiles. Enzo Blin nous rappelle 20 victoires en 48 éditions aux 24 heures de Nürburgring pour BMW. On rappellera qu'il y a 24 victoires également à Spa, donc BMW qui est vraiment spécialiste des doubles tours d'horloge. L'arrêt de la course, Laurent, alors je vais peut-être me permettre parce qu'on a vu des messages passer, notamment sur la page Facebook Endurance Info, entre autres, de certains qui disaient mais enfin c'est pas possible, il faut laisser cette course continuer, on arrête pour rien, ce sont des danseuses, enfin on en a vu pas mal. Moi, je voudrais quand même raconter une expérience. J'étais devant mes écrans, en l'occurrence, en train de regarder vers 22h, juste avant la présentation du drapeau rouge, c'est 24 heures de Nürburgring, et j'étais, Laurent, partagé entre une admiration et un respect total pour ces pilotes où je me disais, mais là, ce qu'ils font avec la visibilité qu'il y avait, avec les coulées d'eau, on les voyait se battre avec le volant et tout. J'étais mais bouche bée en me disant, c'est fantastique. Là, par contre, il faut vraiment avoir le cœur bien accroché. Et en même temps, Laurent, je dois avouer, j'avais une boule dans le ventre en me disant, et c'est pas possible, ça va mal finir. 250 km/h dans la ligne droite d'Oettinger E, si je me trompe pas, qui revient vers le départ, avec des feux rouges de voitures moins rapides qui se faisaient déposer et qui étaient plus vite derrière que ce qu'on les avait vu arriver. À un moment, on se dit, il fallait arrêter. C'était que, enfin, Laurent, je sais pas quel est ton avis, mais c'était déraisonnable, non? L'exemple, c'est Raffaele Marciello, qui est sorti de la piste, qui a fait un peu d'aquaplaning dans un virage et tout, qui est sorti. Raffaele Marciello, c'est pas le gars qui sort le plus souvent quand même ou qui fait des conneries quand même. Donc c'est quand même quelqu'un de fiable. Maintenant, peut-être oui, certainement qu'il fallait arrêter la course. Maintenant, moi, ce que je regrette, bon, ça c'est un avis personnel et c'est que tous les écarts ont été remis à zéro, quoi. C'est-à-dire que tu repars. Comme si on avait eu un safety car. Tu repars et puis tu peux réparer la voiture et tu peux tout changer. Oui, alors ça c'est un point, Laurent, dont on a beaucoup parlé. Est-ce que dans une course de 24 heures comme le Nürburgring, est-ce que les voitures ne devraient pas être mises en drapeau rouge? En fait, là, les équipes en parc fermé en mode parc fermé pendant un drapeau rouge. Est-ce que là, finalement, ça ne dénature pas la course d'endurance, comme tu le dis, où on se dit, mais pourquoi est-ce que ces voitures ne sont pas arrêtées? On a eu des drapeaux rouges aux 24 heures de Spa ces dernières années, Laurent, où les voitures, on se souvient, les mécaniciens avaient demandé l'autorisation pour pouvoir venir mettre une bâche dessus, c'était l'an dernier, pour éviter qu'il y ait trop d'eau. Mais c'est la seule manipulation qu'ils ont pu faire autour des voitures. Oui, exactement. Et après, on a rentré, je ne sais pas si tu te souviens, à Spa l'année passée, les voitures ont été rentrées dans le stand avec le petit panneau sur chaque voiture où il y avait marqué parc fermé, donc où personne touchait la voiture. Et là, tu rentres et tu fais ce que tu veux sur la voiture et tu repars. Alors, moi, je trouve ça un peu dommage et j'en ai discuté pas plus tard qu'hier soir avec Romain Dumas qui devait participer, lui qui devait rouler sur 2 voitures. Donc, je vous encourage d'ailleurs à regarder l'émission qui est déjà en ligne sur la page Facebook. Et Romain qui disait une année, nous, ils ont mis je crois que c'est la première année où il a gagné. Il y a eu aussi un drapeau rouge et ils ont changé la boîte de vitesse pendant le drapeau rouge parce qu'ils avaient un doute sur la boîte de vitesse. Ils ont changé la boîte, ils gagnent la course. Donc après, là, si tu veux, on savait pertinemment que la météo allait être vraiment compliquée dans la nuit. Le but du jeu, c'était de pas pousser, de rester dans le tour du leader et tu restes dans le tour du leader et après, t'as un drapeau rouge, tu répares ta caisse et tu repars. Ouais, c'était. Ça, je trouve ça un peu moyen. Mais bon, après, ça. Ouais. Voilà, mais je suis assez d'accord. Par rapport à ça, je suis d'accord. Par contre, autant je pense qu'au niveau sécurité, avec le brouillard, la pluie, l'aquaplaning, etc., à un moment, c'est vrai que on peut plus accepter les risques comme on les acceptait il y a 40 ans. J'ai eu une discussion, Laurent, avec mon papa qui est un passionné, un archiviste de sport automobile et qui m'a justement sorti des articles de presse d'il y a une 50aine d'années et il me disait, regarde, quand il y avait un mort sur un circuit, voilà ce que ça valait. C'était un tout petit encadré à côté de la course. Genre, in memoriam, il était passionné, il a vécu, mais il s'est tué dimanche. Aujourd'hui, forcément, on n'accepterait plus ça.
Mais non, et si tu acceptes ça et que tu as un accident spectaculaire qui est filmé et que tu as un mort, ça va faire la une de tous les journaux. Ouais. Parce que je ne voudrais pas être directeur de course et assumer les conséquences. Donc, et non, mais et c'est toujours ce même problème de directeur de course, où c'est le directeur de course qui est responsable, qu'on assiste, on n'est pas là pour assister au jeu du cirque, et que je vais te dire, ceux qui te disent non mais ça roule, bah, les gars, je vous encourage à aller dans la voiture, monter à côté du pilote, aller faire un tour déjà sur le sec, et après on en reparle. Déjà sur le sec. Mais là, moi, ce qui m'a impressionné, bon, sur le sec, la Nordschleife, bon, j'adore, et je suis un des partisans de dire que des circuits qui comportent une part de risque ont plus de saveur, et on aime tous ce sport aussi, soyons honnêtes, parce qu'il y a un côté un peu risqué derrière, et il y a de l'adrénaline. Mais bon, vas-y, Laurent. J'ai eu la chance de faire un tour une année avec Pedro Lamy, en passager dans une voiture de route. Pour être totalement franc, je peux te garantir que tu es à 2 doigts de chier dans ton froc, hein, pour parler vulgairement. On est bien d'accord. Mais j'adorerais vivre l'expérience. Mais c'est aussi ça qui fait le charme du Nürburgring, c'est ce côté un peu dangereux. Mais il ne faut pas aller trop loin. Non, il ne faut pas aller trop loin. Et pour en revenir à mon expérience personnelle, en plus, je faisais la course avec Stéphane Sarrazin. Donc, si tu veux, quand tu es assis dans la voiture à côté et que Pedro Lamy te regarde, il te dit, bon, je te préviens, il est hors de question qu'on arrive après Sarrazin. Ah, d'accord, ok, bon. Et ça va faire, tu vois, et tu connais la Peugeot, non? Est-ce que c'était pas avec des Peugeot? Je crois que tu l'as déjà raconté. Cette anecdote. Je me demande si tu ne nous l'as pas déjà raconté dans un café Endurance Info. Johan Glacé, oui, vas-y. Non, et c'est bon. Et si tu veux, je veux dire, c'est un circuit qui est compliqué à mémoriser. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui roulent sur la Nordschleife. Ah ouais, mais total. Autant il y a parfois où on pourrait se dire, sur des circuits entre guillemets plus faciles, on peut se dire, bon, bah ok, je peux monter dans la voiture, je peux faire quelques tours, je n'irai peut-être pas très vite, mais je vais m'en sortir. Autant arriver aux 24 heures de Nürburgring avec quelques voitures que ce soit, mais avec des voitures qui vont aussi vite que le GT3, c'est peut-être encore plus impressionnant. Autant là, on se dit, ben ça, je vais pas faire ça demain, tout de suite, là, d'un claquement de doigts, ça paraît évident. Et c'est ce qui fait rêver quelque part. C'est pour ça que ces 24 heures de Nürburgring font rêver, Laurent. Le seul qui s'est fait remarquer, c'est mon ami Miro Konopka, pour un code 60, qui s'est fait choper à 215. Bon, là, au lieu de 60. Il a un peu perdu son permis Nordschleife, en l'occurrence. Johan Glacé nous dit à noter les onboards disponibles sur YouTube ainsi que la caméra de la pit lane. Pourquoi pas cela à Spa? Pourquoi pas, effectivement, Johan. C'est vrai que les caméras embarquées, il y a une époque, je me souviens à Spa où Nissan notamment avait des caméras embarquées qui étaient diffusées en permanence. Donc toute la course était diffusée sur YouTube. Alors, on parle de... Oui. Ouais, et juste à ce sujet-là, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous encourage à aller voir les caméras embarquées de Kevin Estre l'année passée avec GPX Racing à Spa. Ouais, qui sont impressionnants aussi. Et après, on en reparle. Ouais, et à Spa, qui est un circuit mythique aussi, mais qui n'est pas encore le même genre. Parce que ce qui est impressionnant avec la Nordschleife, et c'est ce que je me disais en revoyant ces caméras embarquées, c'est à quel point c'est étroit. Alors la piste est étroite, mais aussi il n'y a pas de dégagement à côté pour dire de passer à côté d'une voiture au ralenti. On se souvient tous du terrible accident, par exemple, de Dries Vanthoor il y a 2 ans, où on avait vraiment frôlé le pire. Si vous avez vu ces images, c'était complètement fou. Alors il s'est vengé l'an dernier en gagnant le Belge, mais il y a 2 ans. Et on se dit effectivement, mais là, dans le brouillard, et je crois que c'est Jules Gounon, Laurent, qui dans les commentaires Facebook aussi, a remis les points sur les i en disant, si vous voulez, allez-y, montez dans les voitures à 250 km/h, dans le brouillard, sans voir à plus de 100 ou 200 mètres. Et là, il n'y a pas besoin de piloter pour se faire une idée, il suffit déjà de monter en passager et après on en reparle. Allez, on y va. Sylvain Desbileux est d'accord avec nous. Je reviens dans vos commentaires il y a déjà 4 minutes. Nous dit les apprentis pilotes n'ont qu'à y aller. On a François Bozonnet qui parle d'Automoto la chaîne, qui dit les commentaires sur YouTube étaient affligeants. À l'antenne, c'était un peu mieux grâce à la commentatrice. Si on avait pu avoir le canal anglais au moins. Bon, vu notre position, on ne commentera pas les commentaires et les commentateurs. Voilà. Gaëtan, merci Thomas de remettre l'église au milieu du village. Je ne sais plus à quel sujet, mais c'est très bien. Alors, Cédric Delfosse, ne pensez-vous pas qu'une course de 24 heures doit durer 24 heures? Je ne suis pas contre les heures de safety car si on ne sait pas faire autrement, mais la voiture doit avoir 24 heures dans les jambes. C'est un peu le principe de l'endurance. Ça, c'est un débat qui revient souvent. Il s'était posé l'an dernier à Spa. Romain Dumas, tu en parlais, Laurent, l'avait d'ailleurs dit l'an dernier à Spa en disant il faudrait au moins rouler, même si c'est derrière la voiture de sécurité. Oui. Et ça te permet aussi d'avoir des stratégies, de rentrer, de ne pas rentrer, même si tu es sous safety car, oui. Maintenant, après, c'est sûr que le Nürburgring et Spa sont 2 circuits quand même totalement différents. Je veux dire, à Spa, tu as une course qu'avec des GT3. Au Nürburgring, tu as
tu as des petites voitures avec des monstrueux GT3. C'est la différence de vitesse au Nürburgring qui fait aussi le côté dangereux. C'est un peu comme si vous êtes lancé sur l'autoroute allez, vous respectez les limitations, donc à 130, et que vous tombez tout d'un coup sur deux voitures qui se font la course à 50, et que ça se passe derrière une butte, vous allez sauter sur les freins, donc c'est un peu le côté aussi. Oui. Je voudrais rectifier une chose, parce qu'on a reçu beaucoup de messages avec ça. Ce n'était pas Carlos Tavares qui était dans l'Opel Astra Cup quand elle est sortie de la piste. Voilà, effectivement. Et il y en a qui avaient posé la question, j'allais te la poser, Laurent, donc c'est fait. Non, c'était Herbie Schmidt qui était le pilote allemand, et ça n'a rien à voir. C'était sa voiture, mais c'est pas lui qui est sorti. D'accord. Alors Enzo Blin nous dit, c'est bizarre, ce sont toujours quasi les mêmes trolls qui critiquent les drapeaux rouges, comme l'an dernier à Spa. J'ai deux noms en tête de champions du monde de leur canapé. Voilà, ça c'est dit. Alors effectivement, François Bozonnet, Thibaut Delven qui rappelle que c'est Guénaëlle Longy, la femme de Patrick Pilet, qui est notre pit reportrice aussi en France. Si elle nous écoute, Guénaëlle, on la salue, qui assurait les commentaires sur Automoto, la chaîne. Alors, je vous reviens. Adrien Guilbeault nous rappelle les voitures peuvent même être ramenées à leur box par dépanneuse et repartir ensuite. Oui. Donc ça, c'est le principe aussi des 24 heures de ring. Regarde la voiture de Raffaele Marcello et de Maxi Buch et compagnie. La voiture a été remorquée, rentrée à son stand, on lui a refait la face avant, elle est repartie. Oui. Gilles Lavigne qui nous rappelle il n'y a pas de safety car au Nürburgring, où il y a le même principe que les slow zones en fait, mais qui sont des codes 60 sur certaines parties du circuit. Après, bon, on pourrait imaginer dans ce genre de situation inventer effectivement le retour des safety cars. Michael Victor qui demande une question pratique. Est-ce qu'il ne faudrait pas que la FIA revoie les règles d'homologation des GT3 afin qu'elles soient plus tolérantes aux full wet, donc aux grosses pluies, notamment au niveau du fond plat? Laurent, est-ce que c'est envisageable ça? Est-ce que les GT3 sont des voitures qui roulent entre guillemets mal sur la pluie? Il n'y a pas une voiture qui roule bien sous la pluie maintenant. Tu le vois aussi avec les protos. Sous la pluie, tu le vois avec les protos aussi. Dire maintenant, les voitures sont, c'est un petit peu différent. En plus, tu as des pneus, c'est quand même des pneus du commerce par rapport aux pneus sur les GT3. C'est pas des pneus confidentiels. Pour les pneus pluie qui sont développés spécifiquement pour telle ou telle voiture. Donc à un moment, toutes les voitures ont des problèmes à rouler sous l'eau. Gix Lavigne nous dit « J'étais sur place car je bosse avec Valkenort. J'ai discuté avec Christian Kronius, vainqueur des 24 heures de Spa, on le rappelle, avec Valkenort en 2018. Il était dans la voiture au moment du drapeau rouge et je lui ai demandé combien de fois tu t'es fait peur sur ton relais. Il m'a dit, en gros, j'ai arrêté de compter tellement c'était chaud. Et ça, c'est vrai, on l'avait vu effectivement sur les caméras embarquées. On a vu, quand on voit le nombre de pilotes, Raffaele Marcello, Dries Vanthoor, mais aussi d'autres, des pilotes pros qui se faisaient surprendre par des coulées d'eau et des rivières, c'était effectivement très, très particulier. Si nous, quand il pleut à plein temps, quand tu as vraiment une grosse averse, même nous sur autoroute, on n'est pas capable de rouler à plus de 110, voire même moins que ça, je te laisse imaginer avec les différences de vitesse sur un circuit comme la Nordschleife où il pleut quand même beaucoup et le circuit, en plus, par endroit, a du mal à évacuer l'eau. Donc, tu peux aussi te faire surprendre par de l'aquaplaning. Et donc, bon, on va se calmer un peu sur le fait de pouvoir rouler par tous les temps et tous les vents. Effectivement. Alors, vous avez vos commentaires. On va pas pouvoir lire tout. Vous êtes très, très nombreux. On est déjà à plus de 200 commentaires ce soir. Merci vraiment de participer au débat avec nous. Où on rappelle aussi, évidemment, qu'un des côtés du Nürburgring, le fait qu'il n'y ait pas de safety car, c'est que les commissaires sont là et que même dans les zones code 60, si les commissaires travaillent, il y a un vrai danger, surtout avec une visibilité limitée comme c'était le cas ici. Emmanuel Guéné nous dit « Je n'ai pas vu l'Opel Manta Foxtail cette année ». Non. La voiture de Volker Strisek n'était pas là. Comme Grello n'était pas là non plus suite au retrait de la voiture par rapport aux problèmes de personnel positif puis négatif chez Porsche. D'accord. Jean-Luc Brémond, 24 heures du Mans, une voiture a été repêchée après la sortie de Prenning à la Dunlop. Qu'en est-il de la distance entre le pilote et la voiture lors d'un arrêt? Je crois que c'est 10 mètres. Le pilote ne doit pas s'écarter de 10 mètres de la voiture par rapport à... Et donc là, ça veut dire que Thomas Prenning était resté à moins de 10 mètres de la voiture? Ouais, à ma connaissance, oui. Et il a mis du temps à repartir, le pauvre. En plus, il était pour rien dans l'accident. Mais normalement, je crois que c'est 10 mètres.
Alors, Maximilien Cadieux nous dit quelle était la différence de vitesse au Nürburgring entre les plus rapides et les plus lentes aux 24 heures du Mans. Cela s'est déjà vu, des différences de vitesse de 150 km/h aussi, même si c'était il y a longtemps. Alors, pour les 24 heures du ring, Laurent, je crois qu'on peut dire quoi? GT3, on est à 270, 280 sur piste sèche. Des voitures de tourisme qui sont à quoi? 200 grand max? Grand max? Ouais, ça dépend 200, des années. ouais. Mais, ça dépend des années. Et ça dépend des années. Et ça dépend aussi des pilotes. Je veux dire, au Mans, tu as quand même des pilotes, même si tu as des gentleman drivers, tu as quand même de très bons gentleman drivers. Au Nürburgring, c'est un petit peu différent. Tu as des gens qui font... évidemment, ils font un permis, par contre. Ce qui n'est pas le cas partout, c'est que tu dois passer un permis, tu dois faire des courses préparatrices, tu as une formation avant avec un instructeur. Je veux dire, tu n'appréhendes pas, à mon avis, la Nordschleife comme tu appréhendes le circuit... comment c'est le circuit en Belgique, là le petit circuit, là. Métais, le circuit de Métais, voilà. Je dis ça parce que je suis passé il n'y a pas longtemps. Donc, voilà, sympa. On t'emmène faire un tour quand tu veux. Tu vois, donc, donc je pense que tu n'appréhendes pas le circuit de Métais comme tu appréhendes la Nordschleife. Ouais, on imagine. 25 km, la Nordschleife avec la partie Grand Prix. Enfin, le circuit tel qu'il est utilisé, en tout cas, dans le cadre des 24 heures de Nürburgring. 25 kilomètres, dont une bonne vingtaine rien que pour la Nordschleife, c'est très impressionnant. John nous confirme la règle des 10 mètres, effectivement, pour les pilotes. On a Yves Clausen qui nous dit, au Nürburgring, on a des GT3 et des GT4. Est-ce que c'est une belle mixité? On a aussi en intercontinental GT Challenge, Laurence, des GT3 et des GT4 parfois. Pas partout, mais parfois. Pas partout, parfois. Ce sera le cas en fin de semaine à Indianapolis notamment, où il y aura des GT3 et des GT4. C'est plus le cas à Bathurst. Enfin, à Bathurst, c'est un peu différent parce qu'on a quand même ce qu'on appelle des marqueurs, qui sont les voitures australiennes et tout, qui sont un peu à mi-chemin entre une GT4 et une GT3. Mais ouais, on a certaines courses où on a des GT4. Ouais. Alors, Sylvain Débuleux nous dit c'est une Clio, c'est 200 km/h. Oui, c'est plus ou moins ce que j'avais en tête, effectivement. Je crois que parfois, une Clio, c'est quand même un moteur 2 litres. Si je ne me trompe pas, 24 heures de Nürburgring, il y a parfois même des 1600 cm3 où, à mon avis, on n'atteint même pas les 200 km/h. Il y a quelques années, on avait des C2 Citroën. Tu dois avec ta petite C2 Citroën à Donau, là, en train de te faire passer par Dries Vanthoor et toute la clique, là. En R8 LMS ou en Mercedes AMG ou en BMW, effectivement. Alors Gérard Martin qui précise, et je suis tout à fait d'accord avec lui, qui dit au Mans il n'y a pas de virage masqué, au Nürburgring il y a plein de virages qui cachent les tracteurs en balade, comme il dit. Alors nous, on va pas utiliser le terme tracteur en balade parce que c'est ce qui fait aussi le charme de la course. Et je voudrais vraiment saluer à quel point pour les purs amateurs, le fait de pouvoir prendre part à une course comme les 24 heures de Nürburgring avec une petite voiture, c'est quelque chose de magique. Évidemment. Seb Schum nous dit 233 pour Yann Erlaché en WTCR dans la course matinale, nous dit Seb Schum, avec la Link & Co. Donc effectivement, Yann Erlaché. Donc on est à 233 pour les TCR. Voilà, ça vous donne une idée aussi. Donc c'est environ 50 km/h moins vite qu'une GT3. Johan te dit, Laurent, que quand tu passes près de Métais, surtout tu dois le prévenir parce qu'il habite pas très loin. Je suis pas allé là-bas pour voir une course. Je suis allé là-bas chercher un vélo. Alors Christian Laureau nous dit pour le prix de l'engagement, vu qu'ils ont roulé 9 heures en moins, comment ça se passe, surtout pour les petits, et combien coûte l'engagement? Merci. Alors comment ça se passe? C'est 4 forces majeures. On va pas rembourser parce qu'il y a eu 9 heures de moins. Le prix de l'engagement 24 heures de Nürburgring, sincèrement Laurent, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas non plus. En plus, ça ne fait pas partie du championnat Nürburgring Endurance Series, puisque c'est une course à part. Donc, je t'avoue que je n'ai pas les chiffres en tête. Allez, on en restera là pour les 24 heures de Nürburgring. Désolé, on peut fouiller, il y aura moyen de trouver les infos. On termine avec les 3e 24 heures de l'automne. Là, ce sera les 24 et 25 octobre, avec les totales 24 heures de Spa, bien sûr. On a déjà répondu à la question. Si vous nous rejoignez maintenant et que vous allez nous demander est-ce que Spa sera oui ou non à huis clos, on ne le sait pas. On sait juste que les essais officiels, les tests des officiels, 2 jours, demain et mercredi, eux seront bel et bien à huis clos. Les TSD, Laurent, c'est quelque part un pas. On a dit Boto Corsa, notamment a annoncé Kamui Kobayashi cette semaine sur la Ferrari. On a des équipages du GT World Challenge Europe Endurance Cup. On aura quelques autres équipages qui devraient revenir pour ce qui sera, une fois encore, la course la plus importante de l'année pour les GT3. Oui. C'est la course que tout le monde veut gagner. C'est différent du Nürburgring, on ne peut pas comparer, mais c'est différent parce que là, tu as une seule catégorie en piste.
Donc ça fait partie du championnat GT World Challenge Europe et Intercontinental GT Challenge. Et quand tu vois que tu as déjà 50 voitures qui sont inscrites pour ces 2 journées d'essai, alors elles rouleront pas toutes aux 24 heures de Spa. Je prends l'exemple de GPX Racing qui a 3 voitures pour les 2 journées d'essai, mais il n'y en a bien que 2 qui seront engagées au total 24 heures de Spa. Mais tu vois, tu as d'autres équipes. Oui, donc c'est le scénario inverse, c'est ça que tu veux dire. Il y a des voitures en plus par rapport à celles qui sont en 24 heures. Exactement. Et il y a forcément des voitures qui ne sont pas là, notamment les concurrents qui disputent l'Intercontinental et qui auront droit à une séance supplémentaire, d'essais supplémentaires, puisqu'ils n'auront pas pu participer au test day. Donc la semaine de la course, les concurrents vraiment typés Intercontinental et inscrits pour l'Intercontinental Challenge auront une séance en plus. T'as pas beaucoup d'équipes européennes qui font le déplacement Indianapolis. T'as Valkenor Motorsport qui fait rouler 2 voitures en Intercontinental GT Challenge en fin de semaine. Mais oui, t'as des comme Kepax. Kepax a une voiture inscrite au test, mais Kepax fait aussi rouler une Bentley en Intercontinental GT Challenge. Donc mais ça nous laisse présager d'une belle édition, mon cher Thomas. Il va falloir être fort en commentaire. Ouais, il faudra être plus fort en commentaire qu'en pronostic, mais je suis tellement mauvais en pronostic que j'espère être meilleur en commentaire, mon cher Laurent. Maximilien Cadieux qui nous rappelait la règle avec la Porsche 88 au Mans, puisque le débat continue entre vous également, qui a fait débat après. Bon, ceci dit, elle avait tellement de retard, cette Porsche 88, que finalement, le fait qu'elle continue, est-ce que ça a dérangé quelqu'un ? Je ne pense pas. Moi, j'ai appris aussi qu'il y a eu, je ne citerai pas de nom, mais une autre voiture qui avait été réparée après un accident, Laurent, et qui a été arrêtée parce que les pilotes ont estimé que comme il n'y avait plus de résultats, on arrêtait. Ce qui est moins dans l'esprit de l'endurance tel qu'on l'imagine, évidemment. Et puis, je voudrais souligner, puisque Gérard Martin corrige, disant tracteur en balade n'était pas péjoratif, je faisais référence à nos craintes de motard, de sans pas fait un tracteur derrière un virage. Ok, merci Gérard pour cette précision. Elle devait être faite aussi, parce que je tiens vraiment à souligner à quel point il est important aussi d'avoir des concurrents amateurs. Et clairement, ce qui fait peut-être la magie des 24 heures de Nürburgring, c'est aussi ça, c'est que c'est une course où des amateurs moins fortunés peuvent aussi côtoyer des stars et faire partie de ce qui est habituellement une fête populaire, même si ce n'a pas été le cas ici. Jean-Luc Brémond nous dit Spa et c'est officiel du Trophée Andros avec l'hiver qui vient plus vite que prévu. Bon courage les gars. Bon, on va pas polémiquer de nouveau sur la météo. Au Mans la semaine dernière, il faisait plus chaud qu'au mois de juin, Jean-Luc. Oui. On a eu beaucoup plus chaud. C'était presque la canicule, effectivement. C'est vrai, il faut le rappeler. Bruno Cornet nous dit d'après l'article de l'ADH, des bulles de 400 personnes à 6 endroits différents et pas de changement d'endroit. Là, on n'a pas eu de précision. Johan Glacé qui dit oui, mais l'ADH, on connaît. Après, on verra. Voilà, on va pas polémiquer là-dessus. Réglez vos comptes en Belgique. Et voilà. Laurent Maillet qui dit au top les commentaires. Allez, merci Laurent. On essayera en tout cas de faire ce qu'on peut sur ces 24 heures de Spa, qu'on se réjouit vraiment de vivre en votre compagnie. On a passé le cap de l'heure de l'émission. On va juste terminer avec un autre point. On l'avait promis dans les divers. C'est l'une des actualités de ces derniers jours également. Le DTM qui passera à la catégorie GT3 et non plus à la fameuse Class 1 que l'on connaissait à l'avenir. Que penser du GT3 en DTM? Yves Clausen qui nous demande est-ce que c'est un amortissement possible en plus pour les teams? Est-ce que, ça c'est une autre question qui pourrait venir, est-ce que ce DTM version GT3 pourrait mettre à mal la DAC GT Master, voire le GT World Challenge Europe par exemple? Laurent, quel est ton avis sur ce DTM GT3? Mon avis perso? Vas-y. Aucun intérêt. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Parce que tu as un ADAC GT Masters qui est déjà suffisamment fort, avec déjà beaucoup de constructeurs allemands et beaucoup d'équipes allemandes. Tu as un GT World Challenge qui est quand même suffisamment fort. Je veux dire, c'est quoi l'intérêt du DTM d'aller faire avec des GT3 encore, ou en plus avec des départs arrêtés, avec un pilote unique? À un moment, moi, j'en reviens toujours au même. Si c'est quelque chose d'assez consistant, avec plein de réceptifs, à un moment, j'en reviens toujours au même. Qui c'est qui paye? Oh, ça faisait longtemps, ça. Mais non, mais si tu veux, tu as vu le prix que ça coûte. Alors là, on parle pas de DTM, on parle de GT3, de GT3+. Je veux dire, en fait, ça a apporté quoi? À part foutre le bordel avec le Super GT, qui est déjà un championnat qui, pour moi, est au-dessus beaucoup de championnats, en termes de voitures et en termes de sport, déjà.
Je veux dire, à un moment, c'est quoi l'idée? C'est de plomber la DAC GT Masters, qui marche très bien. Il y en a quand même beaucoup qui ont dit c'est facile d'aller reprendre une formule qui marche chez les autres. Ouais. Ah oui, mais ça, je suis d'accord. Le GT3, t'étais pas né en 2006, mais quand au début du GT3, je me souviens même nous, Endurance Info, quand on a couvert le championnat GT3, on s'est fait traiter de tous les noms parce que c'était pas des voitures de course, parce que c'était des voitures de route avec un arceau, parce que ça n'avait aucun avenir. Vous voyez, on en est rendu. Ouais. Et le GT4, ça a été la même chose avec le GT4. Le GT4, c'est quoi? Le GT4, on recommence à la base. Tu as des courses qui sont animées, tu as plein de constructeurs, ça fight et c'est ce que les gens veulent voir. Et maintenant, quel est l'intérêt du DTM d'aller nous rajouter encore un championnat, qui va coûter très cher? Et c'est quoi le but? Je veux dire, pour moi, c'est Adrien dit trop de GT3, c'est mauvais, selon lui. Ce qui est un peu vrai. Hein. À un moment, on risque de découper le gâteau en vraiment beaucoup de parts. Ah, mais c'est sûr. Et parce que GT3, on en a en Endurance Series, on en a en GT Open, on en a dans le GT World Challenge Europe, on a dans les DAC GT Masters. En Creventic, en British GT, en Italian GT. C'est sûr que la part du gâteau, elle n'est pas extensible, et surtout en ce moment. Et moi, je ne vois pas l'intérêt d'aller faire du GT3+. Je veux dire, c'est quoi le but? À part de mettre des GT officiels avec des pilotes pros et de faire vraiment des courses sprint et des pilotes pros. Et avec qui c'est qui paye? Les constructeurs. Et tu crois que les constructeurs, ils vont payer? On va en avoir combien? 2? Ouais. Je vais te dire, Mercedes s'est barré, Aston Martin, ça fait feu de paille. Il reste qui? Il reste Audi et BMW. Et ils ont déjà des programmes Customer Racing où ils filent des pilotes, où ils vendent des voitures. C'est quoi l'intérêt d'aller rajouter encore de l'argent, ressortir encore pour aller faire un autre championnat encore sprint? Stan Gaillard nous dit le DTM trouve juste une solution pour sa survie. C'est aussi simple et triste que ça. C'est pas faux. Hein. On a essayé de chercher une solution qui marche chez les autres en se disant on la récupère un peu. Gerhard Berger a essayé de récupérer le truc. C'était totalement utopique, à mon avis, à mon sens, c'était totalement utopique de penser que les gens du Super GT allaient venir en Europe avec les voitures du Super GT. Pourtant, sur papier, ça avait de la gueule. Mais sur le papier, ça avait de la gueule parce que ça permettait de réduire les coûts et de mutualiser un petit peu au niveau des pièces. Maintenant, mais là, il fallait par contre revenir avec des équipes privées, Laurent. Et il fallait refaire finalement avec la classe 1, mais qui coûtait beaucoup trop cher, ce qu'on fait avec le GT3, c'est-à-dire avoir des constructeurs qui peuvent donner un coup de main, mais qui ne sont pas là, parce qu'on imaginait mal une équipe allemande engager tout d'un coup des Lexus ou des Honda privés face à Audi ou BMW en DTM. Ça ne pouvait pas marcher, ça. Donc voilà. On va en rester là pour ce soir, hein. Ça fait plus d'une heure qu'on est là. Merci à tous. On a eu une très très bonne remarque, je ne sais plus de qui elle était. Si, Maximilien Cadieux nous dit Laurent, Thomas, rendez-vous pour un nouveau café réservé à Spa, finalement. Voilà, effectivement, on refera certainement des cafés aussi sur Spa. Vos derniers commentaires, Seb Choum qui nous dit j'espère que SRO ne perdra pas de concurrent avec ce futur DTM. D'accord avec Laurent, ça fait déjà beaucoup de GT3. On est tous, je pense, d'accord avec ça. John qui nous rappelle en FIA GT 2012, c'était des GT3+. Non, c'est des GT3 tout court, c'est pas des GT3+. D'accord. Adrien qui dit qui paye? C'est les Français. Déjà que vous êtes champion du monde de cyclisme aussi maintenant, après avoir été champion du monde de football. Ils vont pas tout avoir quand même. Ah, pour l'amour du ciel. Allez, on espère que le ciel sera clément avec nous pour les prochaines courses. On vous retrouvera avec Laurent sur le championnat de France FFSA GT avec 3 courses plutôt que 2. Ce sera le week-end prochain sur le circuit Paul Ricard. Et puis les week-ends vont s'enchaîner. Hein. Il y aura Barcelone avec la finale de la Sprint Cup du GT World Challenge Europe. Il y aura Laurent, le Albi avec le championnat de France FFSA GT. Et puis juste après, les Total 24 heures de Spa que nous attendons toutes et tous aussi parce que ce sera la 3e course de 24 heures. C'était le thème de ce soir, Laurent. Encore une remarque? Et tu m'emmènes quand mon argent là pour les paris gagnés? Non, heureusement, je suis bête, mais pas au point de parier de l'argent avec toi. Je perdrai tout et j'ai une famille à nourrir. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à François, merci pour la partie technique. Merci Laurent, merci. Merci. Bye bye. À très bientôt pour un prochain café.